Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce 16 août pour un tout nouvel épisode de Dev Café. Et comme on dit, ce sera dans la joie et la bonne humeur parce qu'en plus je crois qu'aujourd'hui j'ai quasiment pas de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Et bon là je blablate, mais peut-être que certaines ou certains d'entre vous débarquent pour la première fois et vous demandez mais c'est quoi ce machin, ce Dev Café? Et bien en fait c'est tout simplement une sorte de revue de presse autour du développement. Et justement je vous propose qu'on regarde le programme ensemble et aujourd'hui on verra que Java 21 a droit à sa première release candidate et donc on passera en revue les nouveautés. Mais on verra aussi qu'une amélioration bien sympa va arriver dans les DevTools de Chrome, et enfin que JetBrains fait un tout petit peu évoluer son GitHub Copilot-like. Et bon maintenant je crois que vous en avez l'habitude, avant de rentrer justement dans les détails de ce programme, eh bien je vous propose qu'on prenne quelques instants de pause pour revenir en arrière, et ici plus précisément au 16 août 95. Et là pour le coup c'est quand même un tout petit peu un cauchemar pour les devs, à savoir le lancement d'Internet Explorer. Alors plus précisément en 96, il était initialement vendu dans un pack payant pour Windows 95 avant d'être intégré gratuitement dans Windows 98 et de devenir le navigateur dominant jusqu'en 2012 avant de tomber quasiment aux oubliettes et pour finir dans la tombe l'année dernière au mois de juin. Bon, j'imagine que pour beaucoup c'est pas un super bon souvenir, alors on va vite refermer cette page plein de CSS et d'HTML bien dégueulasses et à la place on va plutôt revenir au 16 août 2023 pour le programme que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va commencer cet épisode crescendo comme j'aime à vous le dire, et d'ailleurs j'aime bien aussi vous présenter ce qui se passe dans les applis de cartographie et plus particulièrement en Chine où il faut bien l'avouer qu'ils mettent quand même une petite fessée autant à Google Maps qu'à Apple Plan. Et en l'occurrence, depuis la dernière version de l'appli AutoNavy, quand vous avez des croisements avec des voitures qui viennent de la droite, vous allez maintenant avoir des alertes avant d'arriver aux intersections pour vous préparer à un potentiel danger. Et si on regarde mieux sur la première illustration, on peut voir qu'au sol, il y a l'air d'avoir un cédé le passage ou alors peut-être un stop, mais dans le deuxième cas, ça a l'air d'être une rue façon priorité à droite. Alors bon, j'ai vite vu qu'a priori, ils ont aussi la priorité à droite, mais bon, si vous y connaissez mieux, surtout corrigez-moi. Mais en fait, dans ce deuxième cas, ça pourrait être encore plus pertinent car bon, c'est toujours un tout petit peu dangereux ce type de carrefour, et donc finalement, avoir ce type d'alerte, c'est aussi intéressant. Et toujours sur cette deuxième capture, vous voyez qu'on peut aussi voir le passage piéton un peu plus loin qui est là aussi mis en avant, ce qui aussi, en termes de sécurité, est quand même une bonne chose. Bref, comme on dit, on critique, mais bon, je dois vous l'avouer que niveau fonctionnalité, on dirait pas non pour avoir la même chose chez nos amis les GAFAM qui pourtant ne manquent pas de moyens. Et tiens, à parler de GAFAM, j'en viens à une interview d'EDQ qui travaille chez Apple et qui explique qu'ils sont capables de détecter les nouvelles pistes cyclables avant même qu'elles ne soient fournies par les villes. Pour ça, ils se basent sur les données des utilisateurs, donc de leurs iPhones, et ensuite un opérateur vient vérifier sur place les changements avant de les intégrer sur les cartes. Comme quoi on a l'impression que faire des cartes c'est simple, mais vu qu'elles sont en fait en constante évolution, eh bien il faut quand même trouver des manières d'être toujours à la carte. Oui, bon ok, j'avoue, j'avais travaillé un tout petit peu ce jeu de mots. Bon allez, par contre ce que j'ai pas travaillé c'est ma transition, car on va maintenant aller sur Chrome 117 qui devrait être la version qui sortira le mois prochain, et la DevRel de Chrome nous donne déjà envie d'y goûter, car il sera possible de modifier le contenu des réponses et ce depuis les DevTools. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que vous allez carrément pouvoir faire un override permanent. Alors niveau visuel, vous voyez que ces requêtes overridées, elles se distingueront par une pastille violette, et ce sera quand même plus simple que de devoir mettre en place des middleware ou des solutions plus ou moins complexes pour y arriver. Et à noter que si vraiment vous ne pouvez pas attendre le mois prochain, il est déjà possible d'installer la version Canary de Chrome, et l'avantage en plus, c'est que finalement tous les navigateurs basés dessus, comme par exemple Edge, en bénéficieront aussi. Ensuite, on va revenir chez Apple, et ici je vous partage carrément une information du FBI, mais bon, rassurez-vous, j'ai rien fait de mal, mais par contre, des personnes nous veulent du mal, et plus précisément sur les applications publiées en bêta sur les App Store. Et en effet, lorsqu'on publie une appli sur TestFlight, ça nécessite moins de vérification de la part d'Apple, et typiquement, ces derniers temps, une campagne qui s'appelle Cryptorum sévit, et elle consiste à se faire passer pour des applications d'investissement dans le crypto, mais à la place, ce sont des beaux malwares déguisés. Et dans l'idée, pour éviter de se faire flaguer par Apple, généralement il n'y a que le premier build sur TestFlight qui est vraiment regardé à la loupe, mais ensuite il n'y a quasiment plus rien. Donc l'entourloupe ici, c'est que la première appli elle est clean, et ensuite nos amis les créateurs de malware s'en donnent à cœur joie. Alors ici je vous parle que d'Apple, car en réalité chez Google, l'équivalent de TestFlight ce sont les bêtas ouvertes, et Google a confirmé que de leur côté il y avait exactement les mêmes vérifications entre une application publique stable on va dire et une bêta. Bon, ça rend pas pour autant le Google Play infaillible, mais en tout cas sur ce point-là, ils font un tout petit peu mieux qu'Apple. Donc bref, vous connaissez maintenant la chanson par cœur, faites bien attention aux liens TestFlight que vous pourriez trouver un peu au hasard des internets. Allez, on sort de cette mauvaise actu pour aller chez JetBrains qui propose depuis quelques temps son GitHub Copilot-like qui est en bêta.
Alors plus précisément, l'idée d'AI Assistant, c'est qu'il est distribué sous la forme d'un plugin, mais pour l'heure c'est derrière une liste d'attente, et d'ailleurs moi j'ai toujours pas accès. Mais ça ne les empêche pas d'avancer pour autant, et dans un post de blog, on apprend qu'en rajoutant un fichier caché .noai, eh bien automatiquement l'IA n'ira pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier, et ce de manière récursive. Mais c'est pas la seule nouveauté, car vous allez aussi pouvoir définir vos propres prompts, mais vous allez aussi pouvoir avoir un lien vers l'IA lorsque vous avez besoin d'une explication, par exemple sur une erreur, sur une exception. Et je pense que la meilleure nouveauté de toutes, c'est que l'IA va être capable d'être reliée au gestionnaire de version genre Git, et vous pourrez lui demander d'expliquer ce que fait tel ou tel commit sans avoir besoin de lui passer explicitement le code. Bref, c'est comme toujours super intéressant, et pour rappel, pendant cette période de test, c'est gratuit, mais après ça deviendra payant, c'est-à-dire que ce sera en supplément des IDE qui peuvent déjà avoir des versions payantes, genre IntelliJ Ultimate. Et voilà, les infos d'aujourd'hui sont quand même plus sympas qu'en début de semaine, et avant de voir les nouveautés de Java 21, je vous propose qu'on retourne dans les années 80, on rentre dans la voiture fonçant Tron, et maintenant place aux actus en bref. Depuis qu'Elon Musk est arrivé à la tête de Twitter, les utilisateurs payants peuvent facilement publier du contenu vidéo, ce qui peut poser des problèmes de droit d'auteur. C'est pour cela que plusieurs maisons de disques se sont réunies pour déposer plainte et demander 250 millions de dollars. Mais l'entreprise a déposé en retour une requête en irrecevabilité en essayant de répondre point par point aux accusations, à voir maintenant si la justice en tiendra compte. En poursuit et en mai, le gouverneur républicain de l'Iowa a adopté une loi pour que les livres mis à disposition dans les bibliothèques scolaires soient adaptés à l'âge et ne doivent pas contenir de représentation d'actes sexuels. Mais devant la montagne de travail, le conseil scolaire de la ville de Mason City a décidé d'utiliser une IA pour faire le tri et 19 livres ont déjà été retirés. On change maintenant de continent pour aller en Inde et selon des statistiques, l'Inde est désormais le deuxième plus gros fabricant de téléphones au monde et tout cela fait notamment suite au plan Make in India lancé en 2014 et qui porte donc ses fruits. Toujours côté mobile, Rovio, qui est l'éditeur des jeux Angry Birds, devrait se faire racheter par Sega et la société nippone a reçu le feu vert de ses actionnaires avec plus de 96% d'approbation. Désormais, 700 millions d'euros sont sur la table en attendant tout de même la validation des autorités de la concurrence. Et enfin, le jeu Cities Skylines 2 se veut plus proche que jamais de la vie réelle, car dans ce SimCity-like, les maires devront faire face à la crise des sans-abri, les licenciements en masse ou encore la génération Z qui tombe en ruine. Bien évidemment, toute ressemblance avec les années 2020 est plus ou moins fortuite. On reprend et normalement Java 21 sortira le mois prochain et plus précisément le 19 septembre si tout se passe bien et une première release candidate a déjà été publiée et la seconde devrait suivre le 24 août et en plus c'est une bonne date parce que ce sera mon anniversaire, mais bon là c'était juste une petite parenthèse. Et je vous propose plutôt qu'on fasse un tour de cette version 21 avec la fois les fonctionnalités stables et celles qui seront en test et au total ça fait quand même une quinzaine. Et pour commencer, je vais vous parler des fonctionnalités stables avec tout d'abord les Sequenced Collection parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'interface commune pour définir une collection qui a un ordre défini. Alors en gros, on a par exemple les listes, mais elles ne s'appuient pas sur cette notion plus bas niveau qu'on pourrait qualifier de collection qui a un ordre. Puis on poursuit avec le Z-Garbage Collector, dont l'idée c'est de distinguer les objets les plus récents des plus vieux, et l'idée c'est que la priorité sera mise sur la récolte des objets les plus récents qui ont tendance à ne plus être utilisés à court terme. Alors sans rentrer dans les détails précis, ce mécanisme, ça devrait normalement permettre d'améliorer un tout petit peu les performances. Ensuite, on a l'arrivée des Records Patterns qui ressemblent pas mal à ce que d'autres langages font déjà, et dans le même genre, on a le Pattern Matching avec les switches, et là aussi ça ressemble pas mal aux autres langages. Et on poursuit avec la notion de Virtual Threads qui passe en stable après un bon moment en preview, et l'idée c'est qu'on a certes aujourd'hui des threads mais qui correspondent aux threads des OS, et l'idée c'est qu'on sera possible d'en avoir des plus légers mais qui eux seront gérés au niveau de la VM. Et pour finir sur les ajouts stables, il y a un mécanisme d'encapsulation de clés qui est une technique de crypto assez connue et il sera aussi bientôt interdit de charger dynamiquement ce qu'on appelle des agents. Donc tout ça, ça arrive en version stable, maintenant on va voir les previews avec notamment les string templates, qui est quelque chose que vous connaissez je pense déjà bien et qui permet de mettre des variables dans des chaînes de caractères. Alors généralement ça se fait avec des $, mais ici à la place ce sera avec un backslash. Ensuite, on a l'arrivée des Foreign Function et Memory qui permettra d'appeler directement du code natif. Alors certes, aujourd'hui, on a le GNI, mais ici, il n'y aura plus besoin de faire le pont entre les deux. Encore et toujours dans les previews, et là aussi on le retrouve dans d'autres langages, quand on ne veut pas des variables, eh bien il est possible de les remplacer par des tirets bas, et ce sera donc possible. Et dans les autres nouveautés simples à expliquer, il y a aussi le fait d'avoir la méthode main sans être forcé de donner un tableau de string comme argument. Et pour conclure, j'accélère un tout petit peu avec la possibilité de faire des scope values, de faciliter les calculs de vecteurs avec des API dédiés, et enfin on a les structures concurrency qui aident à gérer la concurrence entre les différents threads.
Bon, je sais, j'avoue, je vais un tout petit peu vite car avec 15 nouveautés, c'est quand même difficile de tout faire rentrer, mais bon, tous les détails sont comme toujours dans la description et aussi dans le petit. Allez, le temps tourne et je vais déjà vous dire qu'ElectronJS est disponible en version 26 depuis hier. Alors au niveau des nouveautés, on bascule vers Chrome 116 et Node.js 18.16.1. En gros, il y a des méthodes dépréciées sur les imprimantes ou encore sur la gestion des thèmes. Et côté nouvelles fonctionnalités, sur le Safe Storage, on peut demander d'utiliser du chiffrement en plain text ou encore savoir qu'un menu a été ouverte suite à une action faite avec un clavier. Et vu que je vous parle d'Electron qui fait du cross-platform principalement sur desktop, son concurrent principal en Rust s'appelle Tori et une nouvelle version alpha de la V2 vient tout juste de sortir. Et d'ailleurs l'idée de cette V2 c'est de se focaliser sur le mobile, mais bon là vous allez voir que l'essentiel des ajouts ça concerne plutôt le desktop, avec par exemple le support des deep links sur iOS et sur macOS, ou encore des API pour savoir si on est sur l'écran principal ou pas. Et juste pour conclure sur Tori et en une phrase, surtout côté mobile, attendez parce que le mot alpha c'est vraiment pas galvaudé. Et c'est donc sur Tori qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, et j'espère que ces actus un peu plus intéressantes vous auront plu autant qu'à moi, et bon, là-dessus, vous le savez, pensez bien au like et à tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, hier, je vous disais que dans un mois, je pars en vacances, et bon, en tant que tel, j'aimerais bien couper le cordon, mais il se trouve qu'à ce moment-là, il devrait à minima y avoir la présentation des nouveaux iPhones, et peut-être même d'Android 14 en version stable. C'est pour ça que je vous ai mis maintenant un sondage dans la partie communauté pour savoir sous quelle forme vous voudriez les actus pendant cette période-là. L'idée, c'est quand même que je sois un tout petit peu en vacances. Allez voilà, c'était tout pour cet épisode, bon retour pour ceux qui étaient en mode dilettante hier, et moi je vous dis tout simplement à demain pour un nouvel épisode.